Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e épisode Experience Days, un cycle de webconférences organisé par Bebrown sur le thème prospectif de l'hôpital après la crise. Le thème de ce soir, l'hôpital durable. Depuis des mois, pas une semaine sans qu'un établissement de soins ne communique sur des initiatives en matière de transition énergétique, en matière de gestion des déchets ou plus largement sur sa stratégie RSE ou développement durable, de façon plus globale. En parallèle, les pouvoirs publics travaillent depuis des mois également à des outils, des nouveaux critères pour travailler à des achats plus responsables. Cette accélération sociétale qui s'est faite visiblement sous l'impulsion de la crise, sera-t-elle pérenne ? Eh bien, avec nous ce soir, 3 intervenants pour en discuter et je vais vous laisser vous présenter. Et d'abord, la parole à Carole Glaise. Bonsoir Carole. Bonsoir Cécile, donc Carole Glaise, je suis directrice adjointe au centre hospitalier de Béziers en charge des achats, de la logistique. Donc la logistique au sens large du terme avec notamment la gestion des déchets de soins et déchets hospitaliers, le biomédical et donc je suis également référente développement durable sur mon établissement. Merci. Alors, honneur et dames, je poursuis avec Nolwenn Fèvre. Bonjour, je suis Nolwenn Fèvre, je suis infirmière anesthésiste au CHU de Rennes et présidente de l'association Les Petits Doudous. Et c'est des soignants engagés dans 95 associations aujourd'hui qui ont un modèle économique grâce au développement durable en recyclant des déchets hospitaliers qui étaient autrefois jetés dans des dasseries et qu'on valorise pour acheter des doudous aux enfants qui passent au bloc opératoire. Merci beaucoup. Et Éric Tabouel. Bonjour, Éric Tabouel, je suis président d'Helpevia, un groupement d'achat pour les établissements des secteurs sanitaires et médico-social sur l'ensemble du territoire. Et j'interviens également au titre du CLAPS, le Club des acheteurs de produits de santé, dont je suis le vice-président depuis 7-8 ans et qui œuvre en faveur de différentes actions pour les achats à l'hôpital, dont le volet achat durable, politique, achat responsable. Merci beaucoup à tous les 3 d'être avec nous ce soir donc pour cette discussion sur l'hôpital durable. Et pour nos participants, bien entendu, à partir de maintenant, n'hésitez pas tout au long de la discussion à nous envoyer vos questions en direct dans le chat et nous les prendrons à partir de la deuxième partie de la discussion, mais vous pouvez les envoyer bien entendu au fur et à mesure. Alors, une première question pour chacun de vous. Quelle est votre vision? Vous êtes tous sur des secteurs finalement assez différents, mais quelle est votre vision à vous de l'hôpital durable? Et une deuxième question à mêler, est-ce que vous avez vu sur votre organisation en matière de RSE des choses bouger vraiment depuis ces 18 derniers mois sous l'impulsion notamment de la crise sanitaire? Je commence par toi, Carole. Alors, c'est vrai que nous, on a la particularité au sein de notre établissement d'avoir élaboré un nouveau projet d'établissement qui est rentré en vigueur au tout début de l'année 2020. Et dans ce volet, la part était très importante, la part faite au développement durable était très importante avec la mise en œuvre d'une politique sur les 3 axes, hein, c'est-à-dire l'axe social, l'axe environnemental et l'axe économique. Alors, sur l'axe social, je voudrais juste en dire 2 mots. Notre établissement est fortement impliqué en matière d'égalité professionnelle et c'est un axe dans, on va dire, la durabilité de l'établissement qui est fort important dans la prise en charge du handicap, mais on était également sur tout ce qui était développement du télétravail. Sur le deuxième axe environnemental, quand on a travaillé à la rédaction du projet, on avait un certain nombre d'objectifs, notamment en matière de valorisation des différentes filières déchets, en matière d'achat éco-responsable, mais également en matière d'économie d'énergie. Et donc, j'allais dire, tout s'est accéléré au mois de mars 2020, puisque avec la crise sanitaire, notre projet, j'allais dire, une partie de notre projet a été mise en œuvre de façon très accélérée.
D'autres actions sont restées un peu plus en retrait. Alors, dans les actions qui ont été mises en accéléré, c'est quand même le développement des circuits courts sur tous les achats, puisqu'on a beaucoup travaillé avec les producteurs locaux sur la période Covid pour justement essayer d'avoir le plus rapidement possible un certain nombre de produits. On a fait aussi des changements qu'on n'avait pas du tout prévus dans notre politique développement durable. Je vais prendre pour exemple les blouses, les surblouses, c'est-à-dire qui étaient initialement jetables. Dès le début de la crise, on a décidé de passer notamment sur les secteurs de réanimation et d'urgence qui utilisaient beaucoup de blouses jetables. On a décidé de passer aux réutilisables. Donc, dès le mois de mars 2020, enfin, au tout début de la crise, quand on a vu la pénurie, nous, on a opté pour revenir, j'allais dire, quelques années en arrière et travailler sur du réutilisable. Et je pense qu'on ne l'a pas regretté ces derniers mois, puisqu'on a vu que on avait moins été sensible aux ruptures que d'autres établissements de santé. On a aussi beaucoup avancé en matière de télétravail, puisque initialement, le télétravail était peu mis en œuvre, voire pas du tout dans notre établissement. Et sur cet aspect social, les choses ont quand même beaucoup changé avec la crise, à tel point que maintenant, on l'a fait rentrer dans une norme sur notre établissement depuis début juin. Voilà. Donc, on a aussi quand même en parallèle continué à mener des projets malgré la crise. Et dans les projets qu'on est en train de mener et qui vont aboutir dans les mois qui viennent, c'est le label maternité éco-responsable, puisqu'on a beaucoup travaillé avec une agence qui nous accompagne, qui est quand même assez reconnue sur le secteur, qui est Primum Non Nocere. Et donc, on a travaillé l'ensemble des champs et particulièrement tout l'environnement autour du bébé. Alors nous, même si nos équipes voulaient se lancer dans le projet des petits doudous, on a quand même fait un projet doudou, mais plutôt intergénérationnel, puisque ce sont les personnes âgées de notre EHPAD qui tricotent des doudous, qui sont ensuite donnés aux mamans aux enfants, nouveau-nés quand ils sont nés. Voilà rapidement brossé les actions qu'on a été à mener, mais peut-être après on les détaillera plus particulièrement. Avec plaisir et merci déjà pour ce panorama qui nous donne une vision assez complète, en tout cas au sein de votre établissement, de ce que peut être une stratégie durable. Éric Tabouel, même question pour vous, avec du coup un point de vue un peu différent du point de vue du secteur privé et du groupement d'achat. Et LPVIA est engagé en RSE depuis de longues années. Oui, alors LPVIA est engagé en tant que groupement d'achat, mais aussi en tant qu'entreprise à part entière pour nos ressources en interne, avec une réflexion RSE qui a été menée déjà depuis une douzaine d'années maintenant. Et donc, si on s'attache à ce qui a changé depuis 18 mois à l'hôpital et dans nos établissements sanitaires, c'est la répercussion de ce qui s'est passé ces 15-18 derniers mois avec le Covid. L'alerte et la sensibilité des acteurs sur la logique de souveraineté et de la dépendance à l'étranger des produits de première nécessité et des EPI et des produits de protection d'une façon générale pour les soignants et pour les patients. Donc, beaucoup de questions autour de ça, beaucoup de demandes de nos adhérents de trouver des alternatives sur un approvisionnement français ou européen ou alternatif, États-Unis, Maghreb, Turquie, enfin voilà, moins loin, en tout cas, une recherche de proximité. Et ça aussi, par rapport à l'analyse et à la volonté de différencier un produit plutôt responsable versus un produit qui l'est moins, de rentrer dans le détail de quels sont les critères d'analyse, qu'est-ce qui me permet de différencier des offres fournisseurs pour qualifier une réponse fournisseur sur un produit, et bien sûr une tarification, comme étant une offre responsable. Donc, cette démarche d'analyse, on l'a conduit sur LPVIA donc, depuis 10-12 ans par une évaluation systématique des offres fournisseurs en intégrant dans la décision un quatrième critère de choix au-delà du produit, du prix et des services associés, une évaluation RSE à travers le référentiel de l'ISO 26000 et des 7 questions centrales de l'ISO 26000. Alors, pour mémoire et pour rappel, ces 7 questions centrales, on s'attache à valoriser et à qualifier la nature de la gouvernance de l'entreprise,
la question des droits de l'homme, d'où proviennent les produits et est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans les pays en question, la relation et les conditions de travail des salariés, les questions liées à l'environnement, bien sûr, les bonnes pratiques des affaires, et on sait que dans le médical, c'est un vrai sujet. Je passe sur les lois Bertrand, Kouchner et autres lois Sapin 2, où la bonne pratique des affaires doit amener de la transparence et de l'équité dans la relation établissement consommateur final, établissement de santé, fournisseur et producteur. Les questions relatives aux consommateurs et aux utilisateurs, et puis l'engagement sociétal, social, y compris les questions relatives éventuellement, lorsque c'est possible, en production, à l'économie sociale et solidaire. Donc beaucoup de questions de nos adhérents sur cette question des critères d'analyse permettant de différencier une offre comme étant qualifiée d'achat responsable versus une offre qui ne le serait pas. Donc un travail important de pédagogie qu'on fait nous là-dessus depuis longtemps. Et puis des marqueurs, c'est-à-dire que dans les réunions d'attribution de marché que l'on fait en présence de nos adhérents, qui participent tous au choix des fournisseurs dans le cadre d'un vote majoritaire, on mesure historiquement la sensibilité de nos adhérents aux questions des achats responsables dans leurs décisions, au moment de la décision du choix du fournisseur ou des deux fournisseurs. Alors, on a noté 2-3 indicateurs que je veux partager avec vous qui sont révélateurs d'une prise de conscience des acheteurs à l'hôpital, de la nécessité de ces achats responsables. Il y en a un qui est très marquant. En 2 ans, nos adhérents se disent concernés, pour 47% d'entre eux, ils se disent concernés par la dimension achat durable à l'hôpital. C'est 8% de plus qu'il y a 18 mois. Donc, on a fait un vrai bond dans la prise de conscience des acheteurs. On était à moins de 40, donc il y a 2 ans, on est à 47 aujourd'hui. Ensuite, on leur a demandé, et je pense que c'est important aussi, puisqu'on est dans le monde hospitalier, il y a tout ce qui est proche de, on va dire, la main du praticien ou du soignant vers le patient, et qui est l'achat médical. Alors, le médicament, le dispositif médical, les équipements biomèdes, etc. Et là, on demande à nos adhérents quel est comment le critère RSE va participer à leur prise de décision. Pour 51% d'entre eux, c'est un critère important, voire très important, pour les achats médicaux. Et là aussi, en l'espace de 2 ans, on a fait 15% de bons en avant. On était à 35 points il y a 2 ans, parce qu'on nous disait, non, tu comprends, l'achat médical, c'est la prescription, c'est l'enjeu, c'est la technicité du produit. Le RSE, ça passe vraiment au dernier rang. Donc, pour les achats médicaux, on a fait un bond important. Et alors, quand on s'intéresse aux achats indirects, qui permettent de faire tourner l'hôpital, le linge, un certain nombre de contrats de maintenance, les services, l'économat, etc. Et là, nous sommes maintenant à hauteur de 65%, donc 2 adhérents sur 3 nous disent que c'est déterminant dans leur décision de choix au final, à condition de produits et de services équivalents. C'est l'engagement RSE du prestataire qui fera la différence. Et je crois que c'est un marqueur important et aussi un marqueur encourageant de la sensibilité des décideurs sur le fait de favoriser, alors, ou un circuit court, ou un achat responsable, ou toutes sortes de critères qu'on peut prendre en compte et valoriser. Mais en tout cas, on sent bien une prise de conscience des acheteurs à l'hôpital sur ces questions des achats responsables. Voilà ce que je voulais dire sur ce qui a changé chez nous depuis 18 mois, dans la perception qu'on a et les retours qu'on a, à la fois les attentes et les retours d'informations qu'on a de nos adhérents dans l'animation des réunions de marché. Parfait, merci beaucoup. Et je pense que c'est encourageant pour le partenaire industriel que nous sommes de savoir que, y compris sur des achats médicaux, plus de la moitié maintenant des acheteurs sont effectivement très sensibles à cette question de la RSE. Nolwenn, on finit le tour de table avec toi. Alors, la vision à la fois du soignant et de l'associatif sur l'hôpital durable et peut-être ce qui a bougé aussi particulièrement ces 18 derniers mois. Oui, alors beaucoup de choses évidemment, et puis notre réseau Doudou qui est principalement constitué des personnels des blocs opératoires des réanimations, on a été pleinement impacté par la gestion de cette pandémie, donc tout le monde a été vraiment mobilisé. Si on se place vraiment dans l'optique des doudous
éco-responsable, hein, qui est vraiment une valeur très forte de tous ces soignants engagés dans notre réseau. Bon, il y a eu quelque chose de très important, c'est l'augmentation des déchets dès le début. Un retour en force des DASRI, des déchets d'activité de soins à risque infectieux, que nous, on a œuvré depuis pas mal d'années pour mieux trier à l'hôpital et évidemment jeter en DASRI ce qui doit l'être et mieux trier, mieux recycler tout ce qu'on peut recycler. Et là, il y a eu un vrai retour en arrière de remettre du sac jaune partout et que tous ces déchets, avec la crainte aussi du personnel et au début un peu l'inconnu de la gestion du Covid, ça a généré beaucoup de déchets. Tout à l'heure, là, en parlant effectivement des tenues réutilisables, et comme on n'avait pas de blouse, il fallait en faire et qu'il y avait beaucoup de tissus. Nous, à la lingerie de l'établissement dans lequel je travaille, au CHU de Rennes, il y a énormément de tissus qui ne servaient pas. Donc, il y a eu des confections de surblouses dont on avait besoin pour travailler. Donc ça a été des bonnes choses aussi et le retour à l'usage multiple et un petit peu moins d'usage unique qui, j'espère, vont continuer à être utilisés par la suite, c'est de tirer profit de la crise. Et donc, oui, il y a eu vraiment comme un petit peu un cap important de déchets et puis la reprise quand même aujourd'hui de mieux trier, on connaît mieux ce virus, les gens sont un petit peu rassurés aussi et que finalement de recommencer le tri des déchets métalliques que nous on faisait a repris son cours et évidemment en sécurité pour les personnels et en validant nos protocoles, en adaptant un petit peu aussi ces protocoles pendant la crise. Donc voilà, beaucoup d'adaptation en fait des soignants et puis maintenant on essaye de sortir et d'avancer avec des équipes qui sont vraiment éprouvées aussi quand même et une prise de conscience d'améliorer encore les choses maintenant et de repartir un petit peu en campagne de mieux recycler toujours plus et de s'adapter au recyclage et à nos déchets sans perdre ce fil-là qui nous guide tous. Merci beaucoup. On va faire s'arrêter un petit peu sur le sujet des déchets et pendant qu'on lance les questions, on va lancer pour les personnes qui sont en ligne un sondage qui nous donnera un peu leur point de vue. Est-ce que vous pensez que cette accélération en matière de RSE à l'hôpital, elle sera pérenne? Alors, on va leur laisser le temps de répondre. Et on commentera ça tout à l'heure. Je reviens sur le sujet des déchets. Effectivement, on parlait, Carole et Nolwenn notamment, de l'explosion de la quantité de déchets dans le cadre de cette pandémie. On a eu, alors en fonction des sources, hein, on trouve différents chiffres, mais ce qui revient globalement, c'est en moyenne, on a eu plus 10% de DASRI et en fonction des pics, parfois 40 à 50% de hausse de la quantité de DASRI. Qu'est-ce qui est faisable? Nolwenn, tu as commencé à l'évoquer. Peut-être est-ce qu'on peut revenir sur le sujet? Est-ce que cette hausse, elle est encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'on le sait ou pas? Et qu'est-ce qui a pu être mis en œuvre pour repartir du bon pied? Et qu'est-ce qui est gérable? Peut-être un mot de Nolwenn pour démarrer? Oui, nous, on a vraiment ce sentiment un petit peu que le début de la pandémie et la crainte, en fait, de la gestion et l'inconnu, un petit peu, on ne savait pas trop où on allait, et que là, en sécurité, tout a été placé en DASRI, enfin énormément. Et nous, dès le début, tous les sacs noirs qu'on avait placés partout, si je prends la salle de réveil, on avait fait un travail avec les aides-soignants pour remplacer progressivement les DASRI par des sacs d'ordures ménagères. En fait, tout là est parti comme ça s'est volatilisé, on a remis du DASRI partout et avec le sentiment que finalement, c'était vraiment plus pour assurer le personnel. Et puis, progressivement, là, les choses se remettent en place. Donc, on connaît mieux les choses, les gens sont rassurés, les gens font attention, on s'est quand même protégé et c'est normal. On est dans des établissements, on a mis des protocoles en place. Et finalement, là, progressivement, rassurant les gens aussi beaucoup. Et moi, je le vois dans l'établissement où je travaille, mais aussi dans le réseau Doudou, les choses reprennent leur cours et le tri redevient
quasiment à l'identique avant la crise. Moi, de ce que je vois, je travaillais, j'étais de garde ce week-end et j'ai observé ça. Et les protocoles qu'on avait mis pour mieux trier, pour organiser les salles de bloc opératoire, sont quasi revenus à l'identique. Sauf qu'en plus, on a finalement un peu plus d'usages multiples sur les surblouses et des choses qui sont plus adaptées. Donc, au final, j'ai un peu l'impression qu'on est revenu à notre point avant crise et avec en plus des pratiques un peu améliorées par des choses qu'on ne doit plus jeter. Donc, c'est assez positif en ce moment et j'espère qu'on va continuer dans cette dynamique. Au final, après une période de retour en arrière, un bilan plutôt positif. Carole, quand on avait discuté un peu en amont de cette conférence, tu m'avais dit le déchet, c'est l'enjeu crucial des prochains mois. Oui, parce que effectivement, du coup, moi, je suis allée rechercher des chiffres de nos productions, on va dire, même si puisqu'on produit du déchet. L'année dernière, en 2020, on a produit 1205 tonnes de déchets, tous déchets confondus. Et c'est vrai qu'on était à 149 tonnes de DASRI, donc de déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et j'allais dire qu'en fait, on avait une progression sur l'année 2020 de 10%, en sachant que cette progression, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un pic au mois de mars-avril, puisque effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Nolwenn, on a eu tendance à tout mettre énormément de choses qu'on ne mettait pas auparavant dans les DASRI, puisque les masques n'étaient pas systématiquement mis dans les DASRI. Voilà. Et donc, ce type les surblouses étaient mises dans les DASRI, enfin, donc ça prend du volume, et c'est ce qui a aussi expliqué qu'on a eu une forte augmentation de notre pourcentage. Nous, on a, dès la fin de la première vague, on va dire, l'hygiène, je dois rendre hommage à l'hygiène, au service d'hygiène, parce qu'ils ont fait, l'équipe a fait un travail colossal de resensibilisation, de lien aussi avec la Société française d'hygiène hospitalière pour recadrer les bonnes pratiques ou les adapter au fur et à mesure des recommandations, informer le personnel. Donc, on a mis en place des fiches réflexes pour le personnel. L'hygiène allait de façon, j'allais dire, quasi constante sur le terrain à la rencontre des équipes pour leur expliquer. Et j'ai le même sentiment que Nolwenn. Là, on a regardé là, les chiffres de ces derniers mois, même si on était encore, puisque nous, dans l'Hérault, la crise, finalement, la plus grosse crise, c'était la troisième vague, puisque c'est là où on a eu notre pic d'activité en matière de prise en charge des patients Covid. Ça a été une activité très, très intense comparativement au mois de mars 2020 et septembre 2020. Enfin, septembre-octobre, on est en train de revenir effectivement dans des consommations normales avec une utilisation raisonnée des DASRI. Voilà. Et pour nous, ce que je disais aussi, c'est que l'enjeu, c'est les déchets, parce que dans les hôpitaux, on a quand même un rôle important dans le tri des déchets. Comme le disait Nolwenn, dans la récupération ou dans la meilleure réutilisation de certains types de déchets. Et c'est vrai qu'en proximité, on n'a pas forcément tout le temps les filières qui nous permettent d'être efficaces dans le recyclage de nos déchets. Je vais prendre un exemple. Nous, on est en train, là, on a mis une politique très active en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, il y a plusieurs actions. Hein. Il y a l'action de la commande, il y a l'action du plat, c'est-à-dire de la constitution, de la production du plat qui doit être améliorée parce que le goût n'est pas toujours là. Mais après, quand on génère un déchet alimentaire, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas les filières de déchets qui nous permettent de créer du biodéchet. Donc, c'est quand même dommage parce je pense qu'on a, c'est ce que je te disais, un rôle sociétal important dans le tri de l'ensemble des déchets qui soient hospitaliers, alors déchets industriels et déchets verts, mais voilà, sur le biodéchet, je crois qu'il y a un sujet. Et voilà, il faut qu'on travaille vraiment avec nos fournisseurs et avec les communautés, les agglomérations et peut-être un peu plus loin, à développer ces filières de tri au plus proche des hôpitaux universitaires, mais aussi des hôpitaux de proximité. Et pour nous, c'est l'enjeu des 3-4 années qui viennent. Merci beaucoup.
Oula, je ne sais pas si Eric, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet des déchets. On l'avait abordé. Chez Bebrown, nous réfléchissons évidemment depuis des années à, Carole l'a évoqué, réussir à créer peut-être des filières de tri et de valorisation pour certains produits qui ont des tonnages importants et qui sont recyclables quand ils sont monomatériaux. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Eric, sur le sujet des déchets Oui, volontiers. Deux choses. La première, je suis évidemment totalement en phase avec ce que Nolwenn et Carole ont précisé sur la maîtrise budgétaire et la maîtrise du tri des lasseries avec les aléas de la crise Covid, les quelques dérapages qui ont eu lieu, puis le retour à une situation normale, on va dire, pré-Covid en termes de tri et de filière dans les établissements de santé. Sur la partie filière et valorisation du déchet, c'est un point sur lequel on a envie, nous, LPVIA, de travailler de façon importante avec les industriels au moment de la conclusion des accords pour trouver avec eux des solutions de valorisation en termes de filière sur tout ce qui est chimie hospitalière et les bidons et les poches, etc., et tous les conditionnements qui créent des volumes importants de déchets. Tous les non tissés, les plastiques non souillés qu'aujourd'hui on jette et qui ne sont pas valorisés et qu'on aurait capacité à retraiter. Moi, j'aimerais bien, avec quelques industriels dont les produits pourraient être, après leur usage, valorisés dans une filière, réfléchir à ça. C'est un sujet auquel on réfléchit également au sein du CLAPS. Et puis, par extension, parce que les produits médicaux sont pour certains d'entre eux très coûteux, il y a un sujet qu'on traite également au niveau du CLAPS et qui est un sujet de fond et qui est particulièrement auquel on est très attaché et qu'on veut faire avancer au niveau du CLAPS auprès de nos autorités de tutelle. C'est la notion du reprocessing, du remanufacturing sur des DM coûteux, de parfois plusieurs centaines d'euros, avec des matières premières nobles qu'on utilise une fois sur un patient et qu'on jette. Et donc, on met 200, 300, 400 euros à la poubelle sans qu'il y ait une quelconque valorisation post-usage. Et donc, certains de nos voisins européens ont installé des systèmes de remanufacturing labellisés. Le nouveau règlement européen, le MDR, qui est entré en vigueur tout récemment, y fait également allusion et certains pays européens également s'en emparent. J'aimerais bien que la France ne soit pas à la traîne et que les filières de valorisation, ces reprocessing de DM coûteux existent en France parce que c'est de la valeur ajoutée, c'est du savoir-faire industriel de proximité, c'est le réemploi de matériaux, de matières premières nobles et qui pourraient être, dans un cadre réglementaire parfaitement défini, faire l'objet d'un nouvel agrément, d'un nouveau marquage CE, d'un nouvel usage auprès du patient, sans qu'on ait un gaspillage de ressources premières. Voilà, sur le dasserie, sur le déchet. C'est noté. Le message est noté aussi pour le travail conjoint sur des notions de filière. Alors, avant de passer aux commentaires de notre sondage et aux questions de notre public, un dernier sujet qui a été évoqué déjà, notamment par vous, Eric, mais je pense que tout le monde aura un commentaire sur le sujet. On l'a vu, alors évidemment les achats responsables, ça existait bien avant la crise, le programme phare de la DGOS existait également, il y avait même déjà eu plusieurs phases. Néanmoins, on l'a vu et les pouvoirs publics ont communiqué sur le sujet, à la fois des travaux pour réussir à tenir compte dans les cahiers des charges d'appel d'offres de critères plus responsables. La DGOS a indiqué récemment qu'elle était en train de travailler sur des outils justement pour réussir à faire descendre auprès des acheteurs hospitaliers toute la palette de possibilités qu'ils avaient pour utiliser des critères responsables dans leur choix et dans leurs achats. Eric Tabouel, vous l'avez évoqué, voilà, comment on le voyait déjà, ça semble plus facile dans le privé que dans le public de réussir à avoir une prise en compte forte de ces enjeux RSE et responsables dans les achats. Est-ce que la crise change encore la donne pour vous? Comment vous voyez les choses? La crise change la donne en ce sens qu'elle accélère la sensibilité des acheteurs à ces questions RSE, achats responsables, comme je le disais tout à l'heure sur la première interview.
Et pour nous, encore une fois, l'évaluation des fournisseurs dans la logique de cette question centrale de l'ISO 26000, c'est de qualifier l'offre du fournisseur et c'est d'année en année, y compris en obtenant les éléments de preuve, de voir comment, sur la démarche RSE, achat responsable, on est dans un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Ça ne peut pas passer du blanc au noir, ou du noir au blanc comme ça en quelques semaines, en quelques mois. C'est un processus d'amélioration continue, comme une démarche qualité. Et donc, il faut reprendre les sujets et voir comment on a pu progresser sur la consommation énergétique, l'impact carbone en termes de transport, comment on gère ses francos, comment on gère les commandes aussi à l'hôpital, est-ce que c'est coordonné, est-ce que c'est fractionné, comment on peut agir des deux côtés pour que chacun s'y retrouve. Et si chacun fait un peu d'effort, globalement, le bénéfice, il peut être aux avantages des deux organisations. Donc ça, les gens l'ont compris. Et je pense notamment, et moi je suis persuadé, et je dis ça très longtemps aux patrons d'établissements et aux acheteurs en pharmacie, je trouve qu'à l'hôpital, les industriels nous ont trop bien habitués dans notre confort d'être livrés en A pour B et de nous entretenir dans une forme de paresse sur le plan logistique. Et donc, si on parle ne serait-ce qu'impact carbone, il y a énormément d'efforts encore à faire en organisant différemment la logistique dans les hôpitaux et les cliniques pour que ce soit plus simple pour tout le monde et surtout moins coûteux et pour l'industriel. Donc, si c'est moins coûteux pour l'industriel, on a quand même une petite chance. Et là, je reprends ma casquette d'acheteur, que ce soit aussi moins coûteux pour les établissements consommateurs finaux. Donc, voilà, ce sont des choses simples. Il faut que chacun expose sa problématique et qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. On n'est pas là que pour être en opposition et pour négocier des centimes ou des budgets. C'est important de considérer tous les paramètres dans l'acte d'achat. Et la logistique en fait partie, et les impacts carbone, etc. Voilà. Oui, c'est l'intérêt d'une démarche durable, effectivement, c'est que ce soit vertueux pour tout le monde et que tout le monde puisse y gagner. Carole, une réaction sur du point de vue du public, peut-être, sur ce qui a été dit et sur les achats responsables en général. Juste une précision, dans la RSE, oui. il y a la réciprocité des parties prenantes. Enfin, il y a un vocabulaire RSE, il y a un peu une forme de jargon. Et voilà, il faut que ce soit fait dans l'intérêt de tous. Ce n'est pas un système vertical descendant, etc. C'est quelque chose de partagé. Merci pour la précision. Alors, sur les hôpitaux, donc c'est vrai qu'on est soumis au code des marchés publics, mais pour autant, c'est pas parce qu'on est soumis au code qu'on ne peut pas avoir des actions un peu particulières dans les conditions que l'on met dans les cahiers des charges. Donc, par exemple, depuis une dizaine d'années au centre hospitalier de Béziers, on a fait un partenariat avec une association d'insertion et sur l'ensemble des travaux que l'on fait réaliser, donc là, en l'occurrence, on a restructuré, on va dire, notre pôle de consultation. On est en train de reconstruire notre institut de formation au métier de la santé. Dans les conditions d'exécution, on impose une clause sociale obligatoire d'insertion par l'activité économique. Donc, en fait, les entreprises à qui on attribue les marchés ont une obligation d'employer des personnes en insertion. Et donc, par exemple, sur un chantier, là, comme le nouveau projet qu'on a de l'unité de psychiatrie, on va reconstruire une unité fermée de psychiatrie. C'est un budget de un peu plus d'1 million d'euros de travaux. On prévoit plus de 2000 heures d'insertion. Donc ça, c'est une clause qui est insérée depuis des années et je pense qui rentre, qui est vraiment dans la logique de réinsertion sociale et dans cette logique de RSE. Ensuite, sur tous les autres marchés, par exemple, si on prend certains marchés restauration ou des marchés transport sanitaire, par exemple, on intègre, nous, en ce qui concerne le centre hospitalier de Béziers, systématiquement une clause soit environnementale, soit en lien avec les lois, par exemple, sur la restauration, c'est la loi Egalim qu'on applique et qu'on demande à notre prestataire d'appliquer. Ensuite, sur certains marchés, je prends par exemple les compacteurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de déchets. On a attribué un marché compacteur puisque tous nos cartons, on les compacte avant de les donner à notre prestataire. On a intégré des indicateurs, des exigences en matière de performance par rapport à la consommation électrique. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on est soumis au marché public qu'on ne peut pas appliquer des clauses qui obligent nos fournisseurs à un certain nombre de critères.
Le dernier marché en date qu'on est en train de faire, c'est par exemple dans le cadre, justement, j'en parlais tout à l'heure, de notre label maternité, de l'obtention du travail sur le label de maternité éco-responsable. On a intégré des critères très forts pour le lait infantile que l'on va donner aux enfants. Donc, on est parti sur des laits dans des contenants en verre et non pas des contenants en plastique, ou quand c'est pas en verre, on est parti sur des contenants qui n'intègrent aucun perturbateur endocrinien, qui sont très stricts en matière de perturbateurs, enfin de critères environnementaux. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un souci permanent dans les marchés de pouvoir intégrer des indicateurs qui nous garantissent qu'on est quand même en lien avec la politique de notre établissement en matière de développement durable. Et est-ce que vous avez une expérience déjà de l'utilisation de critères pour des produits de santé, ou pour l'instant on reste, comme Éric Tabouel en parlait, plutôt sur ce qu'on va appeler les achats indirects, c'est-à-dire ce qui sert à faire tourner l'hôpital en dehors de l'activité de soins? Alors, pour être honnête, sur les produits de santé, sur la majorité des produits de santé, on passe généralement par des groupements d'achat ou par des centrales d'achat, puisque au niveau des hôpitaux, on a trois grosses, on va dire, centrales, enfin quatre. Donc, on a Uniachat, on a le RESA et UGAP, et au niveau local, en général, au niveau des régions, il y a des groupements de coopération sanitaire qui portent des structures d'achat. Et sur tout ce qui est produits de santé, la massification est quand même la règle. Alors que sur les autres exemples que je te citais, ce sont vraiment des achats qu'on est amené à réaliser en propre ou à une échelle territoriale plus restreinte. Enfin, voilà. Donc, par exemple, au niveau du territoire du GHT ou au niveau d'un département ou deux départements. Mais voilà, sur tout ce qui est produit, on va dire, un peu plus standard, on est amené à être incité, on va dire, à acheter de façon plus collective. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour Nolwenn, avant de passer aux questions qui commencent à arriver, un commentaire sur le sondage, le résultat du sondage. Donc, la question, c'était: pensez-vous que cette accélération en matière de RSE à l'hôpital sera pérenne? On est plutôt autour de 80% oui, 20% non. Alors, est-ce que c'est un souhait ou est-ce que c'est une conviction? Je ne sais pas. Et est-ce que tu as un commentaire peut-être sur... est-ce que tu partages l'optimisme de nos spectateurs? Ah bah, j'ai envie de le partager parce qu'effectivement, ça fait du bien d'avoir ce pourcentage-là de 80%. Oui, il faut absolument qu'on tire bien profit de cette crise et qu'on améliore les choses. Je pense qu'il y a aussi cette politique RSE que les entreprises peut-être du privé ont bien compris depuis un peu plus longtemps que les hôpitaux. Mais il y a aussi un vrai impact, je pense, sur des achats responsables pour le personnel soignant. Et de savoir que les établissements sont de plus en plus concernés par des achats responsables, ben, c'est quelque chose qui est de mieux en mieux accueilli, de plus en plus surveillé, je pense, et que ça devient un critère aussi de qualité de vie au travail pour les soignants, de savoir que c'est une politique qui se met en place et que ça fait partie intégrante de l'amélioration de la vie pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important pour que les soignants aussi se sentent embarqués dans l'affaire et participent à mieux travailler, à mieux trier, à être plus concernés par les achats du matériel qu'ils utilisent tous les jours. Merci beaucoup. Évidemment, Éric ou Carole, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas à vous manifester. Oui. Pour ma part, je dirais simplement que, à travers les deux commentaires, celui de Nolwenn et Carole qu'on vient d'entendre, c'est en fait un peu la dimension professionnelle qui peut rejoindre la dimension citoyenne d'engagement personnel qu'on peut chacun avoir dans sa vie de tous les jours pour ponctuellement se déplacer en vélo, mettre la bouteille en plastique dans la poubelle jaune à la maison, aller porter ses bouteilles de verre au collecteur du quartier, etc., etc. Enfin, ce sont des choses simples. Et dès lors que les gens, dans leur vie quotidienne, l'ont impacté, je rejoins Nolwenn ou Carole en disant que dans l'environnement professionnel, que ce soit en clinique privée ou à l'hôpital, dans les secteurs publics, les gens peuvent s'identifier aussi à quelque chose de collectif en allant dans le même sens que finalement ce qu'ils font à la maison ou ce qu'ils demandent à leurs propres enfants de faire à la maison. Tout ça, ça a du sens.
Ouais, j'ajoute ça, je suis complètement d'accord et ça a été un des constats des petits doudous, c'était vraiment de se dire mais on trie très bien à la maison et à l'hôpital, les gens ne se sentent pas concernés, voient trient très mal. Moi, je faisais l'expérimentation de mettre une poubelle noire à côté du chariot d'anesthésie et le lendemain de mettre une jaune et de me rendre compte que les gens jetaient la même chose dedans. Donc voilà, c'est de se dire mais pourquoi passer la barrière de l'établissement, les gens ne trient pas mieux et s'arrêtent alors que ce sont des très bons éco-responsables en dehors. Donc voilà, il faut aller jusque-là, jusqu'au bout de la chaîne. Et alors, une réponse, parce que on a beaucoup de questions qui arrivent sur les déchets, justement, donc on va rester sur la thématique. Est-ce que le changement de la poubelle noire à la poubelle jaune, ou plutôt de la poubelle jaune à la poubelle noire, c'est quoi? C'est une question de pédagogie sur le terrain? C'est une question de tenir d'être derrière les gens? C'est une question de sensibilité? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, moi, ce qui fait la différence, c'est aussi une question d'ergonomie, de communication énormément, de rassurer les gens en se disant, mais ça, ce sont des déchets qui ne sont pas souillés, qu'on peut tout à fait jeter dans une poubelle noire, et de très, très bien expliquer, de rassurer les gens. Et après, nous, on a fait un gros travail d'ergonomie des salles de bloc opératoire en mettant les bons contenants au bon endroit pour que quand les gens travaillent, automatiquement, ils jettent le plastique dans un récipient spécial pour pouvoir recycler du plastique, que le verre, on le jette aussi dans un endroit adapté et que toute l'organisation d'une salle de bloc soit vraiment optimisée pour que ça devienne naturel, en fait, et que les gens le fassent comme à la maison. Et pour faire écho à notre actualité, il y a la première vague et l'injection de rappel. C'est-à-dire qu'il faut rapidement revenir auprès des utilisateurs pour repasser les messages, parce que 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, on est repassé à des pratiques qui ne sont pas les meilleures. Et donc, y compris, il peut y avoir du turnover dans les services, des gens qui changent, etc. Donc, il faut réexpliquer et sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Voilà. Et la maîtrise du budget d'Astri, c'est aussi ça. C'est régulièrement des messages sur respecter les protocoles, la poubelle jaune pour ça, ça, ça. Il faut y compris décrire dans tous les services ce qui est de la poubelle jaune. Il faut expliquer et être très pratico-pratique pour l'ensemble des équipes, soignants et non soignants. Il faut tout dire, il faut détailler. Et puis, il y a aussi peut-être un schéma qui pourrait fonctionner. J'en ai eu quelques échos dans les établissements, c'est que on peut à un moment donné peut-être plus facilement accorder un investissement sur un équipement si l'hôpital ou la clinique a parfaitement maîtrisé son budget d'Astri et si on a économisé 8, 10, 15, 30 000 euros sur le budget, on peut peut-être en faire quelque chose. On peut peut-être aussi responsabiliser les acteurs. C'est un peu le principe de la carotte, hein. C'est basique, mais globalement, ça marche bien comme solution aussi. Et expliquer aux gens ce que ça coûte aussi. Parce que les gens ne savent pas ce que ça coûte à la collectivité en termes de budget. Ils n'ont pas une idée de ce que ça coûte. Quand on dit, voilà, ça va coûter entre 500, 800, 1200 euros la tonne, quand j'entendais Carole dire tout à l'heure, nous, on a 1200 tonnes de Dasri, voilà, faites l'addition, faites la multiplication, vous allez voir ce que ça coûte à l'hôpital. Oui, c'est certain. Alors justement, on a beaucoup de questions sur les déchets. C'est pas forcément le sujet exact de ce soir, mais puisque ce sont les questions qui arrivent, une question notamment sur finalement comment on récupère l'argent au sein d'un établissement quand on arrive à mieux valoriser les déchets. Est-ce qu'il y a des contrats avec des prestataires extérieurs? Alors peut-être qu'on va avoir des expériences différentes entre l'expérience de Nolwenn sur le volet peut-être plutôt associatif et Carole et Eric plutôt sur le volet établissement. Qui veut démarrer par comment on récupère l'argent grâce à une valorisation des déchets? Nolwenn peut-être. Ouais. Allez, Nolwenn. Oui, parce que c'est aussi un des motifs de l'association, en fait, et une association de soignants en interne qui œuvre pour améliorer le tri des déchets, et avec finalement le sens très simple, c'est que cet argent-là que l'on récupère directement, puisqu'on recycle des métaux que l'on vend à faire ailleurs, et là, la création de l'association était la raison de pouvoir mettre cet argent sur un compte impersonnel et de financer des cadeaux pour les patients de l'établissement. Donc, c'est un cercle vertueux puisque, en parlant du coût des dasseries, effectivement, 1 000 euros la tonne, voilà, c'est juste exorbitant. Et qu'en valorisant une tonne de dasserie
pour financer des cadeaux pour les patients, ça parle à tout le monde et qu'en plus, ça permet aux établissements de santé de faire des économies dans le retraitement des déchets. Donc finalement, c'est un moyen très simple. Et si ce ne sont pas des sommes énormes, puisque quand on récupère une tonne de fils de bistouri électrique, c'est 1 500 € pour une association. C'est un budget qui n'est pas très important pour un établissement, mais pour une association, ça fait beaucoup de doudous que l'on peut offrir aux enfants. Donc ça, c'est un moyen assez simple. On a une convention avec l'hôpital dans lequel on travaille, bien entendu, et on peut en plus donner les quantités de ce qu'on arrive à recycler. Donc tout le monde gagne. Donc là, c'est un modèle vertueux, très simple, même dans une institution complexe comme peut être un CHU. Voilà, c'était un moyen simple et efficace de récupérer cet argent-là, en tout cas. Alors, on pourrait se dire, par contre, que dès lors, alors tant qu'on est sur un budget peut-être de 1 500 €, effectivement, le fait de le donner, entre guillemets, ou de le laisser à l'association qui va gérer le recyclage, c'est peut-être moins gênant. Éric Tabouel parlait de si on arrive à dégager 30 000 € pour acheter un équipement, peut-être que là, l'hôpital est plus intéressé de le garder. À ce moment-là, comment ça va marcher? Peut-être un retour d'expérience, je ne sais pas, chez Carole et Éric. Là, c'est peut-être l'hôpital qui, à un moment, a aussi intérêt à faire ces économies, justement, de retraitement de déchets. Oui, je dirais que ça rejoint un peu la démarche que j'évoquais tout à l'heure à l'égard des fournisseurs en disant quand on est acheteur, si on veut évaluer la performance RSE d'un fournisseur, on s'intéresse à la gouvernance de l'industriel. Eh ben, intéressons-nous à la gouvernance de l'hôpital ou de la clinique. Parce que la direction, le sens de la collectivité, il vient de la direction de l'hôpital ou de la clinique. Donc, c'est encore une fois ce message de tri, d'organisation, d'optimisation. Si le projet RSE est porté par la direction de l'hôpital et ses différents services, ça va avancer. Si c'est une initiative un peu comme ça, isolée, de ci, de là, dans un service, c'est bien, mais ça va mettre 3 fois plus de temps à aboutir à éclore. Donc, il faut qu'à un moment donné, on parlait de parties prenantes tout à l'heure, voilà, les soignants, les médecins, la direction, les administratifs, on va dire, de l'hôpital, les fournisseurs, les prestataires, voilà, faut concerner tout le monde, il faut réussir à impliquer tout le monde. Et pour ça, il faut informer, répéter. Voilà. C'est convaincre. Alors, Merci. moi, je voudrais revenir un peu sur cette Il y a des questions qui te concernent aussi. Oui, voilà, donc je vais essayer de faire un petit tri là, je suis en train de le regarder. Alors, nous concernant les déchets, la façon dont on agit, c'est que le pivot sur la gestion des déchets, il y a mon service effectivement qui les collecte, mais surtout l'enjeu, c'est le service d'hygiène. Chez nous, c'est l'équipe mobile d'hygiène qui fait, en lien avec mon service, une fois par an, un audit sur l'ensemble des déchets, un audit sur les dasseries et un audit sur les ordures ménagères. Pour que, en fait, alors l'audit, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'en fait, on prend au hasard par service un sac de dasserie, on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur et on évalue ce qu'on aurait pu jeter dans d'autres filières. Idem pour les ordures ménagères. Le principe, c'est effectivement, comme le disait Nolwenn tout à l'heure, c'est de faire de la pédagogie auprès des équipes. Donc après, on restitue les résultats aux équipes et on mène des formations. En moyenne par an, il y a entre 10 à 12 formations qui sont faites par le service d'hygiène pour justement réexpliquer les bonnes pratiques. En parallèle de ça, on a aussi des actions de communication directe auprès des personnels sur les nouveaux arrivants. On explique aussi, alors de façon très synthétique pour pas les noyer sous l'information. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment la redondance de l'information pour la sensibilisation aux bonnes filières de tri, puisque quand même dans un hôpital, je ne sais pas si au CHU de Rennes, c'est la même chose, nous, on a plus de 21 filières de déchets différentes. Donc, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître complexe quand on arrive dans un établissement. C'est beaucoup plus de filières que ce qu'on peut avoir de façon personnelle dans nos logements. Mais pour autant, pour nous, c'est quand même fondamental de pouvoir arriver à bien trier les déchets. Le deuxième point, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la valorisation, moi je dirais que la valorisation, c'est un acte écologique que peut faire l'établissement. Elle ne se voit pas en recette directe. C'est plus une économie indirecte que l'établissement va réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à bien valoriser les déchets, à les mettre dans les bonnes filières ou à travailler avec des associations comme celle de Nolwenn ou d'autres, on peut travailler avec les bouchons, ça y est, j'ai le nom, les petits bouchons, on travaille aussi avec eux. L'idée, c'est de pouvoir
faire contribuer différemment et d'impliquer aussi les personnels de l'établissement dans cette logique de meilleur tri. Voilà. Donc c'est pas une valorisation financière immédiate directe pour les établissements. Je pense que là, honnêtement, l'enjeu il est quand même très limité. Par contre, l'enjeu il est sur l'économie qu'on va faire sur le coût justement de gestion des déchets. Pour nous, sur toutes les filières, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 284 000 € à l'année sur notre établissement, sur le centre hospitalier de Béziers. Voilà, je pense avoir. Merci beaucoup, c'est très clair. Une question, alors là on sort du sujet des déchets, on revient plutôt sur les achats responsables. Comment valoriser l'ancrage territorial dans les processus de passation de marché? Ou en tout cas, comment faire pour mieux protéger les fournisseurs français par rapport aux multinationales qui fabriquent en Asie? Alors, au-delà des fournisseurs français, j'ajouterais les fournisseurs européens, si je me mets dans ma casquette B. Braun ce soir. Éric Tabouel, peut-être une remarque ou une réponse sur le sujet? Oui, alors l'ancrage territorial va s'apprécier en fonction du segment d'achat auquel on s'intéresse. Le territoire de la molécule pharmaceutique n'est pas celui de la denrée alimentaire, n'est pas celui de la fourniture de bureau, et n'est pas celui du dispositif médical. Donc, je crois qu'il faut adapter ces cahiers des charges à la logique du marché auquel on s'intéresse. Ça, c'est une évidence. Ce qu'on peut en revanche faire, et quelque chose qui est difficile, notamment par rapport à la mondialisation du marché du médicament et à l'organisation des sous-traitances, des big pharma avec des opérateurs pour lesquels on a finalement assez peu d'informations. C'est une piste de progrès importante, compte tenu y compris des nombreuses ruptures qu'on a eues sur le médicament ces dernières années et des conséquences de désorganisation que ça peut avoir dans la prise en charge des patients pour les hôpitaux et les cliniques. C'est de mieux connaître la filière dans sa globalité. Donc, quand on s'intéresse à de la proximité, voilà, il faut aussi s'intéresser à tout le circuit et comprendre comment c'est organisé. Donc, si on parle dans l'alimentaire, je rejoins ce que disait Carole tout à l'heure sur les conséquences de la mise en place pour 2022 de la loi Egalim sur la denrée alimentaire, avec des achats bio, des achats en indication géographique protégée, le taux de renouvellement des produits, etc. Enfin bon, et la proximité. Mais là aussi, sur la proximité, en fonction du territoire auquel on exerce, c'est plus ou moins facile. Donc, il faut s'adapter au contexte et puis élargir le spectre en fonction du marché auquel on s'intéresse et de la structuration de ce marché. Et puis, on a aussi, et je pense que le marché alimentaire est très en avance sur, évidemment, la partie achat responsable, achat durable, notamment par rapport au label, et très en avance dans la maturité sur les questions de RSE et d'achat responsable versus le dispositif médical. Parce que c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs déjà depuis longtemps pour tous les Français. Les produits bio, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans, 15 ans et parfois bien davantage. Donc, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs, auquel on s'intéresse à titre individuel et familial, personnel, et auquel on peut plus facilement s'intéresser parce qu'y compris les industriels, la conversion s'est déjà assez largement opérée. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on trouve des produits bio dans tous les réseaux de distribution. Après, il faut regarder à 2 fois les étiquettes et comprendre quels sont les vrais labels et les moins bons labels ou les faux labels. Mais il faut s'y retrouver dans cette jungle. Voilà, l'achat de proximité, il se définit par rapport aux produits auxquels on s'intéresse et aux critères distinctifs qu'on peut identifier. Et c'est différent pour l'alimentaire, l'EDM ou la pharma. Ok, donc on évite de virer dans un protectionnisme aigu et en fait on considère l'échelle en fonction du segment de marché qu'on considère. Ça, j'ai bien retenu. Un commentaire, Carole ou Nolwenn, sur ce sujet éventuellement de l'achat local, le local étant, on l'a bien compris, une échelle différente en fonction du produit qu'on considère? Dans le public, je pense qu'on fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que nous aussi, sur des segments où il y a, enfin, je veux dire, qui sont assez industrialisés, où on a du mal à avoir des marchés locaux, on va travailler dans le cadre des centrales d'achat sur des
Sur des segments où on sait qu'il y a une offre locale, on privilégie toujours un marché direct lancé par notre établissement ou dans le cadre du groupement hospitalier de territoire pour nous permettre d'avoir des offres locales. Le dernier en date, par exemple, que j'ai fait, c'est sur les véhicules. On a renouvelé une partie de notre flotte de véhicules et on a préféré un local parce qu'on sait qu'on injecte de l'argent aussi dans l'économie locale à coût équivalent. Voilà, ça peut être une clause qui peut être mise en œuvre. Et je reviendrai juste sur la question qui dit comment consommer de l'alimentation saine et bio avec des producteurs locaux. Par exemple, moi, c'est mon souhait de vraiment travailler sur les filières courtes, sur l'alimentation avec des producteurs locaux, mais il faut savoir que c'est pas toujours possible parce que le problème, c'est qu'il faut que ces producteurs locaux nous assument en régularité et les volumes et la qualité que l'on demande. C'est-à-dire, par exemple, sur des fruits, on va prendre des fruits mûrs à point. Et il faut savoir que les producteurs locaux sont pas toujours en capacité de répondre à nos appels d'offres parce qu'ils n'ont pas justement la certitude de la régularité. Et ça peut nous mettre parfois en défaut en tant qu'acheteur public. Alors voilà, moi, de façon très ponctuelle, je peux être amenée à travailler avec, là, j'ai passé un contrat d'achat de fruits locaux pour les personnels et les patients, mais sur des périodes très courtes, avec une coopérative, on va dire, bitéroise. Mais c'est très difficile quand même à mettre en œuvre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et on pourrait imaginer de pouvoir mettre en place des circuits courts. Donc voilà, c'est très difficile aujourd'hui. Non, mais ça semble assez logique. Et d'ailleurs, je pense que on pourrait presque faire l'analogie avec des produits de santé aussi. Hein. On parle sur certains produits, on appelle même souvent nous-mêmes de nos voeux des appels d'offres multi-attributaires. Effectivement, c'est pas toujours simple de mettre ces logiques-là en place. Nous arrivons au bout de notre discussion. Il est déjà 18h58. Le temps est passé très vite. Peut-être pendant que nous lançons dans le chat le sondage de l'enquête de satisfaction traditionnelle de fin de discussion, un mot de la fin pour chacun d'entre vous. Alors, l'hôpital durable, hôpital d'avenir. On commence par Nolwenn. Bah oui, hôpital d'avenir, oui, évidemment, on peut que s'améliorer. On a encore plein de choses à faire et voilà le genre d'initiative là qui est portée par Bebrown et nos échanges ce soir, moi ça me donne beaucoup d'espoir. Donc voilà, on vient de traverser une crise, il y a toujours des opportunités dans les crises et je pense qu'on en a de belles devant nous. Donc oui, l'hôpital d'avenir, oui, c'est l'hôpital durable, c'est sûr. Merci. Carole, un mot de la fin sur l'hôpital durable? Moi, je suis totalement d'accord avec Nolwenn. Je pense que cette crise nous a quand même amené à réfléchir sur la société qu'on voulait et sur l'impact que pouvait avoir un établissement de santé sur l'ensemble de son environnement, tant social que écologique ou économique. Et je pense que cette prise de conscience, elle était nécessaire et j'espère qu'on va aller loin dans les actions collectives qu'on va être amené à mettre en œuvre au sein des hôpitaux. Et j'espère aussi surtout que les hôpitaux vont peut-être agir pour développer une politique de développement durable innovante dans les années qui viennent et qui auront un vrai impact sur la santé. Merci. Éric Tabouel, le mot de la fin sur l'hôpital durable. Oh là là, quel honneur, quelle difficulté. Bon, idem Carole et Nolwenn avec ce que j'évoquais tout à l'heure à travers la gouvernance, c'est-à-dire donner du sens, c'est-à-dire la direction, où on va, qu'est-ce qu'on fait, communiquer autour de ça et donner du sens, c'est-à-dire exprimer les valeurs qu'on veut véhiculer à travers ce qu'on a comme projet et comment on veut y arriver, avec quels moyens, y compris au titre des achats durables, en informant et en répétant auprès des différentes parties prenantes, internes à la structure hospitalière, périphériques à la structure hospitalière, prestataires, intervenants, fournisseurs, pour que voilà, les choses avancent dans le même sens. Je reboucle sur mon mot de départ. Donc, donner du sens, la direction, et donner du sens par rapport à des valeurs et à la logique auquel on est tous sensibles de cette planète Terre qui est décidément bien fragilisée ces 30-40 dernières années. Voilà. Parfait. Donc oui à un hôpital durable avec
du collectif, du sens, de l'innovation et de l'optimisme. C'est ce qu'on retiendra pour cette discussion. J'espère que cette conférence vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, merci à tous.